Je vais en parler de from a large vehicle to a small vehicle. And this is like the large vehicle will be like big. De marchandises, un chronotachygraphe, vous savez, c'est la boîte noire du transport routier. La chaîne du froid va pouvoir être gérée, on va pouvoir changer la température à distance, etc., d'un frigo, etc., etc. Une caméra qu'on va pouvoir brancher sur le boîtier. Donc tout ce qui va pouvoir se brancher. Il y a une quatrième catégorie, je ne cite pas forcément en premier parce que ce n'est pas obligatoire, mais c'est très utile, c'est la géolocalisation, bien sûr. Donc voilà, on va pouvoir remonter les données d'un boîtier comme celui-là de deux façons. La première, ça va être directement sur une plateforme, donc la donnée est intelligible, on peut vraiment voir ce qui se passe dans le véhicule, comment se comporte le chauffeur, etc., et sortir des tableaux de bord. Et puis, on va pouvoir aussi remonter directement les données via API sur les logiciels qu'utilise déjà l'entreprise. Un logiciel de prépay dans le domaine du transport de marchandises, par exemple, où vous allez avoir les temps de conduite des chauffeurs qui vont remonter directement sur le logiciel de prépay, et la paie peut se faire automatiquement. Donc, tout un tas de choses qui peuvent remonter directement sur les logiciels qu'utilise déjà l'entreprise. Donc voilà. Peut-être un seul mot sur Geotab, numéro 1 mondial, comme je disais, parce que 3,2 millions de boîtiers déjà branchés à travers le monde. Hein, on est partout, on est dans 153 pays à travers le monde. Et voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur ce qu'est Geotab et sur ce que la télématique peut apporter. Stéphane, sur la fauve, qu'est-ce qu'il faut savoir? Sur la fauve, il faut savoir qu'un certain nombre d'électromobilistes sont devenus électromobilistes il y a une dizaine d'années, ici et là en France, et ont poussé leur séduction jusqu'à créer une association le plus souvent régionale. À un moment donné, avec l'ampleur qu'a pris l'électromobilité, on s'est dit il faudrait qu'on se parle, qu'on se coordonne, et on a créé une association fêtière qu'on a appelée FAUV. Et du coup, combien de membres au total en France aujourd'hui? Alors en général, on déçoit quand on dit qu'on n'a que 11 membres, enfin pour être précis, on en a 15, parce que nos membres sont elles-mêmes des associations de taille très variable. La grosse, c'est le Tesla Runner Club France, avec plus de 1000 membres. Les autres tournent autour d'une centaine, 50. C'est très variable selon les territoires. Donc on a les milliers, quelques milliers d'aficionados, pas loin de la dizaine de milliers du coup. Oui, puis on a surtout énormément de followers, comme on dit en français. Voilà, donc beaucoup de communication sur les réseaux sociaux, voilà, et l'appui donc de Geotab, que l'on connaissait d'un point de vue théorique à travers nos échanges, mais qu'on a pu pratiquer, je vais en parler, à travers un grand tour européen en véhicule électrique. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup d'électrification en grand public, mais il y a un vrai sujet d'électrification sur les flottes. Et la problématique, c'est celle des gestionnaires de flotte qui aujourd'hui ont des véhicules thermiques, savent que les ZFE arrivent ou sont déjà là. Il y a le mandat de 2035, on en reparlera un peu plus tard parce que celui-là, il a l'air de disparaître un petit peu du radar, mais on va avoir l'occasion d'en parler lors de la discussion. Et donc maintenant, la question, c'est comment on électrifie ces flottes et est-ce que la télématique, ou comment la télématique peut aider à cette électrification? C'est vraiment la première question que j'ai pour toi, François. Alors, la télématique, elle peut beaucoup aider dans ce domaine. C'est vrai que de toute façon, aujourd'hui, les gestionnaires de flotte n'ont pas le choix. Il y a, comme le disait Ludovic, il y a les ZFE qui arrivent les unes après les autres. Il y a la LOM, la loi d'orientation des mobilités, qui oblige à ce que, déjà dès 2022, hein, sur les flottes privées, dès 2022, il y avait 10% des renouvellements qui obligatoirement devaient se faire en électrifié, on va dire, donc véhicule électrique ou véhicule PHEV, donc hybride rechargeable. Sur les flottes publiques, c'est beaucoup plus que ça, puisque c'était déjà 30% dès l'année dernière, en 2022, pour monter à 70% en 2030. Donc ça va aller très très vite. Donc il y a cette obligation. Et encore, comme je le disais aussi, les ZFE sont là pour pousser à ce que l'électrification, par exemple, des véhicules utilitaires légers se fasse rapidement, parce qu'il y a la livraison du dernier kilomètre dans les villes qui oblige à aller vite. Donc, à tout renouvellement se pose la question, quel véhicule électrique je vais pouvoir prendre et à qui est-ce que je vais pouvoir le confier par rapport à un usage. Et ça, c'est là que la télématique est extrêmement utile, parce qu'en fait, en positionnant des boîtiers de télématique dans les véhicules thermiques existants, on va pouvoir connaître l'usage très précis du véhicule. Quel est le kilomètre qu'il parcourt chaque jour? Est-ce qu'il y a une saisonnalité? Combien de temps est-ce qu'il va rester à l'arrêt? Ce sera demain le temps de recharge. Donc on va vraiment étudier très précisément l'usage de ce véhicule, et on va pouvoir se rendre compte si tel ou tel véhicule électrique qui existe aujourd'hui sur le marché va pouvoir remplacer ce véhicule.
Chez nous, ça s'appelle le EVSA, Electric Vehicle Suitability Assessment. Donc, on évalue la possibilité de remplacer chaque véhicule thermique par un véhicule électrique en face. Et ce qui est important, c'est que l'usage ne change pas. C'est-à-dire, par rapport à l'usage qu'avait le véhicule électrique, on va s'assurer que le véhicule, qu'avait le véhicule thermique, le véhicule électrique qu'on va proposer en face va pouvoir avoir le même usage. Donc, une autonomie qui va pouvoir permettre de faire les kilomètres, par exemple, que faisait le thermique auparavant. Ces véhicules électriques qu'on va proposer, ils sont basés non pas sur un kilométrage standardisé WLTP, ça fait toujours sourire un petit peu. Bon, évidemment, ce n'est pas ces chiffres-là qu'on prend en compte. Nous, évidemment, avec 3,2 millions d'unités qui circulent, vous vous rendez compte qu'on a énormément d'électriques déjà dans cette flotte. Et donc, ça nous permet de connaître beaucoup plus précisément les autonomies et donc de pouvoir proposer 2-3 véhicules électriques très précisément en face de chaque véhicule thermique qui sont utilisés aujourd'hui dans les flottes. Le pouvoir de la donnée. C'est exactement ça. Alors, parce que si on se base sur ce que, le conducteur déclare, voilà, ça va être difficile moi de prendre ce véhicule électrique là parce que je fais de temps en temps beaucoup plus de kilomètres, donc c'est compliqué. Il y a beaucoup de réticences, mais elles sont en fait complètement, on va dire, on peut les lever très facilement à partir du moment où on a les chiffres et la data qui permet de savoir si effectivement ça va arriver 2 fois par an, que évidemment le kilométrage ne va pas être complètement suffisant, enfin, ou l'autonomie de ce véhicule, et donc à ce moment-là, il y aura une recharge en itinérance 2 fois par an. On considère qu'on peut passer à l'électrique dans ces cas-là. Alors on va faire un petit pas de côté sur les utilisateurs et sur le marché grand public. Stéphane, aujourd'hui la situation du véhicule en France, ou du véhicule électrique même en général au-delà de la France, et en France en particulier, qu'est-ce qu'on peut dire dessus, tant côté véhicule, adoption, que côté recharge bien entendu, puisque c'est un des gros sujets, on va en reparler. J'avais qu'un mot à dire, je dirais, c'est la fête. En fait, on boit du petit lait, nous, ça fait 10 ans qu'on attend ce virage, cette vague, elle arrive et on s'en réjouit à des tas de titres. Hein, c'est l'agrément du véhicule électrique, c'est les économies en termes de coût global de possession. Puis c'est surtout la contribution à l'environnement dont on est absolument convaincu. On se réjouit également de tous les progrès qui sont enregistrés dans ce registre-là au niveau de la fabrication des batteries, leur recyclage. Voilà. Après, bon, en termes de statistiques, donc c'est vraiment très très important. On a actuellement 1,1 million de véhicules électrifiés. Donc ça mélange à la fois les purs électriques et les hybrides rechargeables. Les hybrides rechargeables sont en régression. À Flotte Auto, on l'a encore entendu il y a quelques jours. Ce n'est pas la bonne solution. Pour nous, on est vraiment sur le pur électrique. L'hydrogène à sa place, évidemment, va contribuer, notamment pour les transports lourds. Voilà, la part de marché augmente chaque année. On est actuellement à 18% l'année dernière. Et de façon en accord avec ce développement des véhicules, il y a le développement des infrastructures de recharge. Et là, c'est carrément spectaculaire sur les autoroutes, avec les directives reçues de l'État français vers les concessionnaires. C'est incroyable, quoi. Alors, on est un peu en retard quand même, parce que le gouvernement nous avait promis 100 000 bornes il y a 18 mois. C'était en 2021, oui. Ouais. Et puis aussi le prix quand même je vais faire un peu l'avocat du diable, il y a aussi le prix de la recharge sur les autoroutes. Donc à la fauve, comment on voit ces choses-là? Est-ce qu'on pense que le marché va s'assainir avec plus d'offres? En fait, le prix moyen va baisser. Comment... Ouais. Moi, j'ai envie de dire qu'on ne prend pas l'autoroute de la même façon qu'on ne va pas tous les jours au restaurant. Il faut penser à toutes ces recharges qu'on fait chez soi ou que les entreprises feront sur leurs équipements. Donc là, il n'y a pas photo. On est infiniment moins cher, 3 fois moins cher. On a longtemps dit, et je pense que c'est encore vrai, 100 km, 2 €. Alors effectivement, à certains moments sur les autoroutes, mais je pense qu'il y a une compétition qui va opérer entre les opérateurs, tant au niveau du prix que du service. Et voilà, ça sera peut-être plus un sujet. Et puis je vous dis, ça relève globalement de l'exceptionnel, sauf peut-être pour les entreprises, pour les grands voyageurs, les commerciaux qui, eux, vont faire un usage important des recharges sur électrique. Mais il y a tellement d'autres avantages au niveau du véhicule, du coût d'entretien, du coût de possession. Voilà, pour moi, la voiture électrique est en train de gagner. Et probablement, on est en train de voir aussi une segmentation un peu entre de la recharge très très rapide, qui va rester probablement un peu chère, et puis de la recharge un peu moins rapide, qui va être un peu plus low cost, et voir un petit peu des segmentations s'opérer.
avec des gens qui veulent aller très vite et des gens qui se disent bah non, moi je préfère recharger un peu plus lentement, quitte à payer moins cher. Du coup, pour revenir un petit peu sur, sur le sujet des flottes, Geotab a sorti il y a quelques mois une étude justement où vous avez essayé de comprendre comment on pouvait, à un niveau vraiment macro, faire cette transition. Quels sont les chiffres intéressants qu'on peut retenir sur la partie internationale européenne et puis sur la partie française? Alors effectivement, il y a quelques chiffres super intéressants qui ressortent de cette étude qu'on a publiée en septembre dernier. L'étude, elle a été faite sur 46 000 véhicules, 17 pays à travers l'Europe, donc vraiment beaucoup de données. Mais je vais vous indiquer uniquement les chiffres français, parce que je pense que c'est ceux qui vous intéressent aujourd'hui, même s'il y a peut-être une population internationale dans cette salle. Je vais vous citer les chiffres français parce qu'ils sont très parlants. On a constaté en fait qu'il était possible aujourd'hui, économiquement, c'est-à-dire de façon économiquement intéressante, et avec le même usage, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire véritablement garder le même usage en passant à l'électrique, que 50% des véhicules de flotte en France, donc sortis en septembre dernier, basés déjà sur des chiffres de 2021, donc année 2021, donc c'est déjà presque ancien, donc les choses ont sans doute encore évolué dans le bon sens. Déjà à l'époque, donc en septembre dernier, 50% des véhicules de flotte pouvaient passer déjà à l'électrique de façon économiquement intéressante et sans changer l'usage. C'est encore plus pour les véhicules utilitaires, 60%. Pourquoi? Parce que les véhicules utilitaires, finalement, font des tournées, et ces tournées, elles sont à peu près les mêmes tous les jours, et finalement, il n'y a pas forcément besoin d'une autonomie si importante que ça, même quand ce sont des véhicules qui peuvent être chargés, et qu'il faut diminuer cette autonomie de cette question de charge. Donc voilà, ça c'est deux chiffres intéressants. Il y en a un troisième qui est extrêmement intéressant aussi, c'est qu'en moyenne, les véhicules électriques, si on considère une durée de détention de 7 ans du véhicule électrique, peuvent remplacer un véhicule thermique économiquement, donc je le disais de façon intéressante, puisqu'on a calculé que c'était 8 600 € par véhicule. Et, je le précise, ce chiffre ne tient pas compte des aides de l'État. Donc, la prime à la conversion, tout est en France. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une très très forte incitation positive à l'achat de véhicules électriques. Quand on prend ces chiffres-là en compte, bien entendu, le 8600 explose. Donc, il y a véritablement un intérêt économique, tout en ne changeant pas l'utilisation du véhicule qu'il va remplacer, en fait. Alors, moi j'ai une question maintenant qui est une question d'actualité, puisqu'on a vu les Allemands reculer sur ce mandat européen de 2035 du passage à la fin du véhicule thermique. On avait déjà vu les Italiens freiner des cas de fer, les Bulgares aussi. Mais là, voilà, on est sur un très gros pays européen, fabricant reconnu de véhicules. Est-ce que ce n'est pas un mauvais signal pour le marché, pour l'électrification? Est-ce que voilà, les gestionnaires de flotte qui sont là ne se posent pas la question de se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais y passer? Est-ce que je ne vais pas y passer? Alors, il y a des chiffres quand même intéressants, mais qu'est-ce qu'on peut en dire? Peut-être Stéphane pour commencer. Alors, je vais être forcément un petit peu partial, mais je veux dire, quand il y a un bon produit, il s'impose, quoi. Regardez la photo, regardez l'argentique il y a quelques années, regardez le raz-de-marée sur le numérique, comment ça s'est passé. Donc, qui c'est qui va faire la décision finalement? C'est les clients, que ce soit les entreprises ou que ce soit les particuliers. Si je devais être bref, je dirais que ça. Et si je devais ajouter quelque chose, je pense que ça ne change pas fondamentalement la tendance. J'appuie complètement ce que dit Stéphane. Ça ne change pas la tendance profonde. Le fait qu'il y ait un retard qui soit décidé sur l'échéance, le fait, on pourrait citer aussi la ZFE de Lyon qui finalement revient en arrière. Il y a comme ça des petits signes, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la réalité. Et la réalité, tout le monde le sait, parce que tous les chiffres ont été publiés, que transformer, on va dire respecter totalement les ZFE aujourd'hui, c'est quelque chose de très compliqué pour les entreprises. Économiquement, elles doivent remplacer beaucoup de véhicules et plus vite que ce qu'elles avaient prévu de faire en termes d'échéance. Donc en fait, c'est juste que les échéances sont trop courtes. Donc le politique, c'est son rôle. Le politique, il pousse, il va dans un sens, il désigne la destination, on va dire. Mais la réalité, c'est que voilà, il y a aussi une difficulté aujourd'hui pour les entreprises à transformer leur flotte aussi vite que le politique l'a souhaité. Et donc, il y a des petits retours arrière. Mais je ne pense pas que ça change fondamentalement la donne. C'est la tendance, ça va continuer. Et je pense que les entreprises ont tout intérêt à anticiper les choses, c'est-à-dire le faire aujourd'hui et ne pas attendre demain.
Merci. Une des raisons pour lesquelles aussi vous êtes tous les deux sur le plateau aujourd'hui, c'est qu'il y a un partenariat qui s'est noué entre Géotab, la Fauve depuis maintenant, je pense, au moins plus d'une année. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Je pense qu'il y a des choses intéressantes qui ont été réalisées entre les deux organisations. Je vous laisse la parole là-dessus. Stéphane, pour démarrer. Nous, on est très attentifs à ce que vont faire les entreprises, en fait, parce que voilà, électrifier une flotte, c'est une opportunité pour les collaborateurs de ces entreprises d'essayer la voiture électrique, et on espère d'en être séduits. Donc, il va y avoir une propagation. Nous, tout ce qui se passe autour de la transition vers les véhicules électriques, la transition énergétique nous intéresse. Donc, forcément, Géotab n'était pas hors champ. C'est une société internationale. Nous-mêmes, on est connectés à toutes les associations d'utilisateurs de par le monde à travers la Global EV Alliance. On aura l'occasion de parler d'une autre expérience à l'étranger dans quelques minutes. Nous, ce qu'on a fait en portant un boîtier Géotab, et on regrette d'en avoir porté qu'un finalement, puisqu'on était quand même, on était 4 véhicules, dont une moto électrique. On est allé jusqu'en Roumanie. Le but, c'était, une fois de plus, alors avec des voitures tout à fait normales, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, je dirais, pas des Tesla, entre parenthèses, d'aller donc aussi loin, visiter des entreprises qui n'existent que là-bas. Exemple, Sono Motors à Munich, Energica à Modène, au retour, Pipistrel, l'avion électrique, j'en oublie certainement, ces rétrofitteurs qui font des choses incroyables là-bas en Roumanie. Voilà, donc on est parti et aussi pour rencontrer effectivement les associations sœurs, parce qu'il y a des associations d'utilisateurs un peu partout de par le monde. Donc voilà quelques images. On en a vraiment pris plein les yeux. On a fait 5500 km en un peu plus de 15 jours, mais sans aucune difficulté, en rechargeant le plus souvent sur des bornes rapides. Étonnamment, il y a des réseaux commerciaux qui proposent, qui plus est gratuitement, de la recharge rapide en 50 kW d'essai. Voilà un petit peu l'historique de la seule voiture malheureusement qu'on a équipée, où on voit effectivement ces charges, à quel niveau elle arrivait au point de recharge. Donc effectivement, Géotab, c'est vraiment une mine d'or en termes d'information. Ça n'est incroyable, quoi. Alors, un autre partenariat, et là je vais donner la parole à François. On a on va dire deux aventuriers qui ont décidé en fait de partir de Hollande et de faire le tour de l'Afrique, 40 000 km en électrique. François. Oui. Alors, je vais vous raconter rapidement cette aventure à laquelle Géotab participe en ayant équipé leur véhicule. Donc, en fait, je vais directement à la conclusion. En fait, j'avais pas l'intention, mais leur conclusion dès aujourd'hui, alors qu'ils ont fait qu'un tiers de leur parcours, ils disent même dans les environnements les plus exigeants, les véhicules électriques sont prêts. Je pense que la conclusion déjà parle d'elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, on collecte différents types de données. Je vais vous en parler très rapidement. Ils en ont fait un tiers pour le moment de leur parcours. Ils sont partis d'Europe et ils vont faire tout le tour de l'Afrique. Ils sont arrivés là aujourd'hui au Bénin. Ils sont après 12 000 km. L'idée, c'est vraiment de collecter des tas de données sur le comportement de la batterie en fonction de la température ambiante, en fonction de l'état de la route, en fonction de l'altitude, d'étudier la dégradation de la batterie dans le temps, etc. Donc en fait, c'est une multitude de données qui sont récupérées et c'est extrêmement intéressant. Ils sont partis avec une Skoda Enyaq. Ils ont modifié, je ne vous parle pas de la puissance ou de l'autonomie WLTP parce qu'eux, ils ne l'ont jamais vu encore, cette autonomie-là, vu les circonstances. Mais ils ont vraiment en plus alourdi le véhicule parce qu'ils ont une tente sur le toit, un réservoir d'eau de 50 litres, un équipement de réfrigération et de cuisine. Ils ont 200 kg de panneaux solaires. Alors c'est là que c'est intéressant. Les 200 kg de panneaux solaires, en fait, ils sont dans le véhicule et ils les déploient. J'ai des photos. Ouais, on va regarder ça. Ils les déploient pour pouvoir se recharger. Et en fait, ce qu'ils ont pu faire depuis en fait le Maroc, ils ne se sont jamais rebranchés sur une borne parce qu'il n'y en a pas. Et donc en fait, ils ont toujours déployé leurs panneaux. Et c'est extrêmement excitant quand on y pense. Ils font 40 000 km juste avec des panneaux solaires et un véhicule électrique et ils font le tour de l'Afrique. Et donc, la conclusion que même dans les milieux les plus exigeants, le véhicule électrique, il est prêt, je trouve que c'est extrêmement parlant. Donc, juste une dernière petite chose. Ils ont, en fait, les raisons principales de la collecte de données. La première, c'est pour partager nos progrès avec notre communauté en temps réel. Ça, c'est sympa.
C'est vrai qu'on peut les suivre sur Internet directement, vous pouvez le faire en tapant Ils sont 4x4 électrique. sur Twitter également. Vous pouvez les Également. suivre sur Twitter. Pour nous aider à comprendre les performances de notre véhicule tout au long du trajet et, plus à long terme, pour fournir une multitude de données de voyage à long terme pour analyser et apprendre de l'expédition. Donc en fait, c'est super intéressant. Donc nous, on suit ça au jour le jour, bien sûr, parce qu'on a équipé le véhicule et on voit vraiment la richesse de la donnée. Alors, il est peut-être le bon moment pour prendre des questions. S'il y a des questions de la salle, on a, je pense, une sympathique hôtesse avec un micro qui est derrière. Donc si vous avez des questions, on a encore peut-être quelques minutes de temps de prendre une ou deux questions. Je crois qu'il y a une question devant. Voilà, le micro est là. On va vous le donner, ça sera plus simple. Avec quelle voiture vous avez fait le tour de l'Europe? Si c'est pas indiscret. En fait, on est parti avec une Hyundai Kona, on est parti avec une Kia e-Soul, on est parti avec une MG qui faisait 40 kWh. Donc c'était elle, je dirais, le maillon faible, mais néanmoins, elle a fait le job. Il y avait une moto électrique, Energica, une vingtaine de kWh, peut-être moins. Et elle a fait le job aussi parce que ça se charge en DC. Voilà. Une deuxième question. Alors, on va vous redonner le bon micro. Voilà, impeccable. Oui, ça fonctionne. Bonjour à tous, merci pour ces explications super intéressantes. Moi, je suis Sarah Chada, je gère le réseau EV100 France. C'est une campagne d'électrification pour les flottes d'entreprises. Donc, je suis très intéressée par l'expérience de Géotab, justement, et un petit peu l'appréciation de cet appétit des entreprises et des gestionnaires de flotte dans l'électrification. Est-ce que vous sentez qu'il y a vraiment une courbe exponentielle ou comment? Parce que bien sûr, nous, on a 130 membres à l'international, des entreprises qui se sont engagées à électrifier 100% de leur flotte d'ici 2030. Voilà, donc on travaille avec des pionniers et on essaye de susciter l'émulation chez les autres entreprises françaises à flotte. Et donc voilà, je voulais avoir un petit peu cette granularité et voir quel était votre ressenti. Moi, mon ressenti par rapport aux gestionnaires de flotte, et on participe à des salons, ce sont nos clients, donc évidemment, on est en contact en permanence. On le voit vraiment, le sujet numéro 1 des gestionnaires de flotte aujourd'hui en France, c'est l'électrification. Il y a un deuxième sujet qui vient un petit peu et qui, de façon amusante, est très lié, c'est de partager les véhicules. Parce que quand on commence à étudier l'utilisation des véhicules et qu'on se dit, tiens, il y en a quand même un certain nombre qui ne sont pas très utilisés. Donc on pense, bien sûr, en faisant cette étude de taux d'usage des véhicules à l'électrification, mais par rebond, on se dit, bah tiens, si je les partageais, ce serait peut-être malin. Et là aussi, la télématique est très utile parce qu'en fait, avec un système keyless, on peut partager les véhicules de façon extrêmement simple avec une application smartphone et l'autopartage devient super simple. Donc, effectivement, c'est le sujet numéro 1, c'est l'électrification. Puis il y a un deuxième sujet qui vient juste derrière, qui est, ah, et si je partageais mes véhicules, ce qui est très dans l'ère d'autonomie aujourd'hui. Hein. Très clairement. Est-ce qu'on a encore une question à un follow-up? Il y a des particuliers, à part des gens comme vous qui font des tours de l'Europe, il y a un marché pour les particuliers, pour Géotab ou pas? Pour mettre des boîtiers dans Alors leur en voiture? fait, Géotab ne s'adresse qu'aux flottes B2B, donc qu'aux entreprises aujourd'hui. Voilà. Après, les entreprises elles-mêmes peuvent s'adresser aux particuliers, mais nous ne servons que les entreprises, effectivement. D'accord. Impeccable. Après, effectivement, comme une entreprise se questionne, est-ce que je peux passer à l'électrique? Un particulier pourrait le faire, mais il faudrait peut-être que les réseaux de concessionnaires, les marques proposent ce dispositif un temps, observent la voiture thermique de leurs prospects, et puis là, effectivement, on peut passer à l'électrique en toute confiance parce que les usages ont été cernés, quoi. Une dernière, Damien. Une toute dernière. Bonjour, Damien Doran. Moi, je suis formateur et comme formateur essentiellement dans le secteur automobile, on a remarqué que plus de 80% des vendeurs qui sont l'interface par rapport au client final étaient très perdus par rapport à toutes les questions électriques, économiques, écologiques, pratiques, etc. etc. Je me demandais ce que vous faites à vos niveaux respectifs pour l'utilisateur final.
afin de le former, de l'informer, de casser justement tout ce qu'il y a comme bad buzz et comme fake news. Moi, je trouve qu'il y a quand même eu des progrès. Les constructeurs font des plaquettes tout à fait intéressantes. Voilà, c'est la caricature du vendeur qui est perdu et qui du coup pousse le client, malgré la volonté du client, à nouveau vers du thermique. Ça a disparu. Il y a des objectifs de vente en électrique et puis on est sur un phénomène de fond. Je veux dire, il ne faut pas faire l'autruche. Et j'ajouterais que dans les entreprises, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il y a effectivement, grâce au boîtier de télématique, la possibilité de savoir comment se comporte le conducteur. Et donc, bien entendu, il y a des différences importantes. Dans le thermique, la différence de consommation entre celui qui consomme le plus et celui qui consomme le moins, c'est 35%. Ça monte jusqu'à 35%, ce qui est énorme. Donc, on se doute que sur l'électrique, on n'a pas fait le calcul exactement sur l'électrique, mais on doit s'en rapprocher aussi. Donc, il y a effectivement un comportement qui peut être suivi grâce à télématique, et à ce moment-là, l'entreprise peut décider aussi de faire en sorte que le conducteur puisse être envoyé en stage d'éco-conduite et de formation. Donc il y a aussi une évolution possible grâce à télématique sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci François, merci Stéphane. Je pense qu'on peut les applaudir. On peut les applaudir. Merci Ludovic. Je vous invite néanmoins à rester parmi nous. Après cette session, on a le patron de la société Biro qui viendra parler de véhicules électriques à nouveau, avec un véhicule absolument extraordinaire, extrêmement léger, de petite taille. C'est peut-être là le futur de l'électrique. En tout cas, il en parlera beaucoup mieux que moi. Il démarre dans quelques minutes. Merci beaucoup. Très bonne journée sur le salon.